Welcome back, and joining me now for a Finding Common Ground conversation, Democratic Senator Tim Kaine of Virginia and Republican Senator Rand Paul of Kentucky. Senators, welcome back to Meet the Press. Thank you so much for being here for this bipartisan conversation. Absolutely. Thanks for having us. Thank you for being here. Let's start with Venezuela and your joint effort to limit President Trump's ability to carry out further military action in that country. Senator Paul, let me start with you. You're one of 5 Republicans who voted to advance. Certaines réactions institutionnelles ne se produisent pas lorsque tout se déroule comme prévu, mais lorsqu'une limite implicite est franchie. Le matin du 18 janvier, à 9h24, 2 groupes législatifs distincts sont entrés dans des ailes séparées du Sénat américain. Le premier, composé de sénateurs républicains élus dans des États décisifs pour les élections de 2024, s'est rendu directement dans la salle réservée au comité de sécurité institutionnelle pour demander, dans le cadre d'une procédure d'urgence, l'accès à des avis techniques sur la légalité de nouvelles propositions exécutives, impliquant l'extension des prérogatives. Dans un contexte d'urgence, le second groupe, composé de parlementaires démocrates et indépendants, s'est concentré sur des réunions parallèles avec des membres du comité des procédures, afin d'évaluer l'impact institutionnel des récentes déclarations du président, qui suggèrent que le Sénat devrait agir comme une caisse de résonance de la volonté nationale exprimée par la présidence. La simultanéité de ces 2 mouvements a été interprétée par des observateurs expérimentés comme le signe le plus clair à ce jour d'un changement d'attitude des acteurs législatifs face à l'avancée de l'exécutif sur les compétences du Congrès. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans les salles à ce moment-là. Entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi, au moins 6 demandes d'évaluation juridique ont été déposées auprès des commissions permanentes. L'une d'entre elles faisait directement référence à la tentative d'accélération de l'examen d'un projet de loi, prévoyant la refonte du mécanisme de déclenchement des pouvoirs d'urgence par la présidence, en supprimant les étapes de contrôle législatif dans les situations classées comme menaces potentielles pour l'intérêt national. Cette expression, nouvelle dans le vocabulaire normatif, n'apparaissait pas dans les dispositions légales en vigueur et a été soulignée avec inquiétude par les analystes du service technique du Sénat lui-même. En interne, le débat s'est complexifié avec la fuite d'un mémorandum non officiel qui circulait parmi les dirigeants des partis depuis le début de la semaine. Le document, attribué à des membres du noyau juridique de l'exécutif, énumérait des alternatives pour contourner les obstacles réglementaires jugés excessifs dans le contexte d'une action présidentielle rapide. L'expression a été accueillie avec réserve par des sénateurs de différentes orientations politiques, y compris parmi les alliés habituels du président. Le document ne comportait aucune signature, mais son contenu coïncidait avec des extraits de discours récents des dirigeants gouvernementaux. Le recoupement entre la rhétorique publique et les manœuvres en coulisses a renforcé l'impression qu'il ne s'agissait pas seulement d'une hypothèse théorique en discussion, mais d'une articulation en cours. À ce scénario s'est ajouté, en début d'après-midi, la diffusion d'un discours enregistré du président dans lequel il affirme que le Sénat doit comprendre son rôle en tant que soutien au projet de reconstruction nationale et non comme une instance de blocage technique ou politique. Cette phrase, bien que prononcée lors d'une réunion partisane à huis clos, a été enregistrée en vidéo et diffusée par des interlocuteurs proches. Elle a eu pour effet immédiat d'intensifier les réunions internes entre les sénateurs qui, jusqu'alors, avaient adopté une posture de silence stratégique. L'un des développements les plus significatifs s'est produit en fin de journée, lorsqu'un groupe de 12 sénateurs a officiellement demandé à la présidence du Sénat de suspendre toute procédure législative impliquant une extension des pouvoirs exécutifs jusqu'à ce que les avis techniques soient finalisés. La demande a été rédigée dans un ton prudent,
sans mention directe du président, mais son contenu a été interprété par les membres du pouvoir législatif comme un geste de retenue préventive. Parallèlement, les médias ont commencé à rapporter que des chefs d'entreprise, des membres de la société civile, organisés et des représentants d'associations juridiques organisaient des manifestations publiques pour défendre l'intégrité des fonctions du Congrès. Bien que dépourvues de coordination centralisée, ces réactions ont contribué à consolider l'idée que cet épisode avait dépassé le stade d'une simple divergence politique. Il est particulièrement intéressant de suivre des processus comme celui-ci, à travers des analyses qui relient les mouvements immédiats aux fondements institutionnels. Si vous considérez que ce type d'approche, rigoureuse, contextuelle et sans raccourci, est important, ce canal est là pour continuer à vous offrir exactement cela. C'est dans ce contexte que les mouvements ultérieurs ont commencé à dessiner un tableau plus large de convergence institutionnelle, bien que partiel, autour de la nécessité de rééquilibrer les mécanismes de contention formels de l'exécutif. La Commission des affaires constitutionnelles, qui fonctionnait selon un agenda minimal depuis la pause législative, a été réactivée à la demande des parlementaires des deux partis, avec pour objectif spécifique d'évaluer les limites juridiques des mesures exécutives suggérées dans la proposition d'urgence. Le même jour, le Conseil des conseillers juridiques du Sénat a publié une note technique préliminaire soulignant que le concept de menace potentielle pour l'intérêt national, utilisé dans le projet d'extension des pouvoirs, n'a pas de fondement constitutionnel clair et peut donner lieu à des interprétations qui vident de leur substance le contrôle législatif dans des situations ordinaires. L'avis n'a pas d'effet contraignant, mais son contenu a suffi à interrompre, pour une durée indéterminée, l'avancement du texte dans les commissions thématiques. À partir de ce moment, le débat a cessé de se concentrer exclusivement sur les intentions de l'exécutif et a commencé à inclure le rôle des autres acteurs institutionnels dans la limitation, ou du moins la modulation, de l'extension informelle des prérogatives. Bien qu'elle évite de se prononcer publiquement sur les litiges en cours, le bureau du procureur général du Congrès a transmis en interne des avis accumulés au cours des 2 dernières années sur des cas similaires de tensions institutionnelles. Selon des sources proches du corps technique, ces documents indiquent qu'il existe une tendance récente à assouplir les procédures chaque fois que l'exécutif rencontre une résistance dans les instances formelles de délibération. Cette constatation, même si elle n'a pas donné lieu à une plainte ou à une action directe, a renforcé parmi les sénateurs le sentiment que l'épisode actuel n'est pas ponctuel, mais s'inscrit dans un processus plus large d'adaptation institutionnelle non concertée. Dans ce contexte, des personnalités traditionnellement discrètes ont commencé à exprimer des préoccupations qui étaient auparavant confinées aux coulisses. Un sénateur républicain en 3e mandat, connu pour éviter les conflits ouverts avec la direction du parti, a déclaré en séance plénière que la préservation du Sénat n'est pas seulement une question de structure, mais aussi de mémoire fonctionnelle du système. Cette déclaration a été accueillie par les applaudissements des parlementaires de différents groupes, ce qui a été interprété par les analystes comme un signe que le malaise face à l'avancée de l'exécutif dépasse les clivages idéologiques habituels. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, lors des dernières sessions, des mesures réglementaires normalement appliquées uniquement en cas d'obstruction technique ont été utilisées pour retarder les votes liés au projet d'extension des pouvoirs. La direction du Sénat a autorisé la tenue d'audiences publiques extraordinaires avec des experts en droit constitutionnel et en sciences politiques, afin d'enrichir le débat sur la nature et les risques associés au nouveau modèle proposé. Ces audiences, bien qu'elles n'aient pas de pouvoir délibératif, ont pour fonction de renforcer le rôle du pouvoir législatif en tant qu'espace de médiation et de frein. La présence confirmée d'anciens membres de la Cour suprême, d'anciens procureurs et d'universitaires spécialisés dans le système de séparation des pouvoirs
a été interprété comme un geste visant à restaurer le prestige institutionnel du Sénat face au discours de subordination fonctionnelle promu par l'exécutif. Parallèlement, des institutions universitaires et des centres de recherche politique ont commencé à publier des manifestes publics en faveur du maintien des prérogatives du Congrès, renforçant l'idée que l'impasse actuelle dépasse la logique partisane et touche directement les fondements opérationnels du système républicain. Dans le cadre de ce même mouvement, on a observé une reconfiguration discrète des articulations internes entre les parlementaires. Des blocs auparavant démobilisés, comme le groupe bipartite pour l'intégrité constitutionnelle, se sont remis à se réunir régulièrement, convoquant des conseillers techniques et d'anciens membres du ministère de la Justice, pour discuter des précédents et des mécanismes de réponse. Selon les médias, l'une des réunions les plus récentes a rassemblé des sénateurs qui, au cours des dernières législatures, avaient adopté des positions politiques opposées, mais qui partagent désormais la même préoccupation quant aux limites du présidentialisme d'urgence. La réarticulation de ces ponts institutionnels indique que, du moins en partie, cet épisode a provoqué une reprise du rôle modérateur du Sénat, même si c'est dans des limites prudentes et avec un impact formel restreint. Le renforcement de ces circuits parallèles de contention coïncide avec un autre phénomène important, le début d'un changement dans la position de certains secteurs du pouvoir judiciaire. Bien que les tribunaux supérieurs évitent de se prononcer à titre préventif sur les projets de loi encore en cours d'examen, on a constaté une augmentation significative du nombre de déclarations de juges à la retraite, d'anciens ministres de la Cour suprême et de professeurs de droit constitutionnel dans les médias et les forums publics. Ces déclarations soulignent généralement le risque de créer un précédent dans lequel l'invocation générique d'une menace pourrait remplacer l'exigence de critères objectifs pour le déclenchement de pouvoirs exceptionnels. Ce type d'alerte, provenant de sources traditionnellement réfractaires à toute implication politique directe, a contribué à consolider parmi les parlementaires le sentiment que la réaction institutionnelle est non seulement légitime, mais nécessaire pour préserver les fondements du système. C'est ce type d'articulation qui définit souvent l'orientation des conflits institutionnels les plus importants. Si vous estimez qu'il est important de suivre ces tensions avec une lecture analytique et une responsabilité éditoriale, ce canal continue d'offrir cette perspective avec indépendance et cohérence. Il existe différentes interprétations sur ce qui est réellement en jeu dans cette nouvelle étape du processus. Pour certains juristes attachés au constitutionnalisme traditionnel, le scénario actuel doit être compris comme une sorte de réactivation des freins institutionnels entre les pouvoirs, non pas comme la conséquence d'une réforme formelle du système, mais comme une réaction à une accumulation d'usures opérationnelles. Selon cette interprétation, ce qui a provoqué le mouvement récent n'est pas une refonte normative explicite, mais une fatigue fonctionnelle. La répétition d'initiatives de l'exécutif qui opèrent à la limite des exceptions constitutionnelles aurait tendu le système au point que des mécanismes de contention ont été déclenchés. Le pouvoir législatif et, dans une moindre mesure, le pouvoir judiciaire réapparaissent comme des forces correctrices face à une série de décisions qui, au fil du temps, ont réduit la capacité des canaux traditionnels de négociation interinstitutionnelle. Pour ce courant, ce que l'on observe n'est donc pas nécessairement un changement de règles, mais une tentative de faire en sorte que les règles existantes produisent à nouveau des effets concrets, comme une réaffirmation pratique de l'architecture républicaine. D'autres analystes, cependant, préconisent une lecture plus prudente. Pour ce groupe, la situation actuelle ne doit pas être interprétée automatiquement comme un rééquilibrage, mais comme un moment d'instabilité où différentes couches du système s'affrontent et réagissent, sans encore former un modèle consolidé. La thèse centrale est que l'exceptionnalité a été progressivement intégrée dans la routine de la gouvernance,
notamment par le recours répété à des dispositifs d'urgence peu délimités. Au fil du temps, cela aurait modifié la logique institutionnelle, rendant les mesures extraordinaires de plus en plus fréquentes et réduisant la prévisibilité du processus de modération entre les pouvoirs. La tentative actuelle d'interrompre cette dynamique se heurte à des obstacles importants, des dirigeants législatifs fragmentés, la pression constante du calendrier électoral et un degré croissant d'informalité dans les mécanismes de médiation politique. Dans cette perspective, les réactions de ces derniers jours seraient moins un signe de renforcement institutionnel qu'un indicateur d'épuisement structurel dans lequel des réponses ponctuelles apparaissent comme des mesures défensives et non comme un rétablissement stable de l'équilibre. Une partie importante du débat se concentre sur la définition de l'urgence et sur la manière dont cette catégorie est utilisée pour soutenir des initiatives qui, dans des conditions normales, exigeraient un accord préalable et un filtrage législatif plus important. Selon les critiques, l'absence de paramètres objectifs pour déclencher des mesures exceptionnelles crée un espace ambigu dans lequel la légalité formelle peut coexister avec des distorsions fonctionnelles. Le projet d'extension des pouvoirs, encore à un stade préliminaire, est cité comme exemple de cette tension, en introduisant des concepts larges et difficiles à délimiter, tels que menace potentielle pour l'intérêt national. Le texte déplacerait une partie du pouvoir décisionnel vers le champ interprétatif de l'exécutif, affaiblissant ainsi le rôle du Congrès en tant qu'instance de contention et de filtrage. Ce déplacement a suscité des réactions récentes, même si elles ne sont pas toujours exprimées de manière directe. Pour une partie de la communauté juridique, le principal risque réside dans le précédent: permettre, au nom de l'urgence, que la logique de concentration se normalise en tant que pratique permanente. Les archives disponibles indiquent que les conflits de ce type ne sont pas inédits dans l'histoire institutionnelle, mais les événements de ces dernières semaines ajoutent un élément nouveau: la simultanéité des signaux internes émis par des acteurs qui, traditionnellement, opèrent séparément. Le fait que les organes techniques du Sénat, les segments modérés du pouvoir judiciaire, les centres universitaires spécialisés et les secteurs commerciaux aient exprimé leur inquiétude au même moment suggère la formation d'une convergence analytique, même sans coordination politique explicite. Cette convergence n'implique pas en soi un changement immédiat de cap, mais elle montre que le modèle actuel d'interaction entre l'exécutif et le législatif a commencé à être réévalué à plusieurs niveaux, ce qui pourrait influencer le comportement institutionnel au cours des prochains cycles. Les analystes estiment que l'issue de cette impasse dépend moins de la rapidité avec laquelle le projet sera traité que de la position du Congrès face à la tension qui s'est installée. Certains soutiennent que la simple suspension du texte constituerait déjà un signal institutionnel important, montrant que la logique de l'urgence peut être contestée lorsqu'il n'existe pas de critères techniques suffisamment cohérents. D'autres considèrent que seul un mouvement formel, tel que l'adoption d'une résolution définissant des limites objectives à l'utilisation des pouvoirs exceptionnels, pourrait avoir des effets durables sur la pratique institutionnelle. Il n'y a pas encore de consensus sur laquelle de ces alternatives serait la plus efficace ou la plus viable politiquement. Ce qui apparaît toutefois clairement, c'est que si le cycle des exceptions n'est pas interrompu, il tendra à se consolider comme un modèle récurrent de gouvernance, avec des conséquences directes sur la fonction de contrôle du Congrès et sur la conception future des relations entre les pouvoirs. L'existence de multiples voies possibles n'élimine pas le point central: la tension reste vive et les réponses restent fragmentées. Aucune des solutions discutées jusqu'à présent n'offre de garantie de stabilité, et la réaction institutionnelle reste conditionnée par la dynamique politique à court terme.
En fonction des prochains mouvements, à l'intérieur et à l'extérieur du pouvoir législatif, le conflit pourrait se déplacer vers d'autres arènes, telles que le pouvoir judiciaire ou le débat public, sans pour autant aboutir nécessairement à une conclusion formelle. Pour l'instant, ce qui se dessine est un scénario dans lequel les limites de la contention institutionnelle sont testées en temps réel. Dans un contexte où l'exécutif conserve encore une large concentration de l'initiative politique, tandis que le pouvoir législatif cherche à reconstruire progressivement sa capacité de modération. Dans des moments comme celui-ci, comprendre les développements institutionnels exige plus que de suivre les gros titres. Cela exige une lecture attentive, une connexion entre les signaux et une attention particulière à ce que chaque geste représente dans le fonctionnement du système. Si ce type d'analyse vous est utile, suivez-nous. L'engagement de ce canal est de continuer à suivre ce qui est encore en suspens avec méthode et clarté, tant que l'issue reste indéfinie.